السلام عليكم. السلام صحة عليكم. فطوركم. مرحبا بكم. Donc, bienvenue à la deuxième édition des soirées digitales d'Adex Training Center. Ces soirées digitales font partie de la continuité de ce qui s'est passé l'année passée. On a abordé pas mal de thématiques, notamment sur les thématiques du DSI, sur la thématique sur le DevOps. Et cette année, on part sur une série de webinars qui sont principalement dédiés dans les technologies du cloud. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Jinan Zohed, notre directeur technique, comme à l'accoutumée, comme l'année passée. صحة فطورك Ça, جواد. Allah يسلمك. إن شاء الله صحة فطوركم. Voilà. Donc, صحة رمضانكم. L'objectif aujourd'hui de ces séries de webinaires, c'est de vous introduire sur les technologies cloud. Alors, pour parler de cloud, pour parler de toutes ces technologies, il va falloir, on a choisi pour la première thématique, la définition de l'automatisation dans les clouds. Alors, pourquoi l'automatisation ? Et pourquoi principalement cette automatisation? Il faut savoir que l'automatisation est un principe dans le digital qui nous permet de réduire l'action humaine, qui nous permet à un moment donné d'aller beaucoup plus dans le cost effect, d'aller beaucoup plus dans une situation de rendre des services immédiats à n'importe quel moment. Et il faut savoir que dans le cloud, il y a beaucoup d'intervenants, donc il y a beaucoup de ressources un peu éparpillées. Et cette complexité qui tourne autour du cloud doit être à un moment donné facilitée pour que l'utilisateur qui est de l'autre côté, le simple utilisateur, quand il veut avoir une ressource cloud, ben, il suffit de lui faire de simples clics, de cliquer, et d'avoir le service à domicile, j'allais dire, ou bien rendu immédiatement. Alors, ce simple clic qui facilite un peu les tâches, que vous voulez à minuit avoir un serveur, que vous voulez provisionner un site web à 1h du matin, et que vous voulez acheter en ligne et avoir une livraison payée en ligne, il faut savoir que derrière, il y a tout un process, qui est un process complètement automatisé. Et bien sûr, quand on parle d'automatisation, on va parler d'orchestration. Donc aujourd'hui, on va aller savoir c'est quoi la différence et c'est quoi le principe de l'automatisation, c'est quoi le principe de l'orchestration et quelle technologie nous allons utiliser dans souvent des cas pour mettre en place ce mix, pour quel effet et pour quel service. Et donc, toujours, on reste dans le cloud, mais on va aussi sortir du cloud pour dire que l'automation n'est pas uniquement un process qui concerne que le cloud, il est généralisé. Donc, de ce fait, aujourd'hui, j'ai le plaisir avec Zohir, aujourd'hui présent, qui est, il ne faut pas l'oublier, qui est aussi l'architecte de notre cloud, Adex Cloud, qui a eu, qui, dans ses tâches au quotidien, essaye de faire de l'automation, de l'automatisation à outrance pour délivrer des services fiables et des services, j'allais dire, immédiats, simples à utiliser et aussi avec ce qu'on appelle une ressource humaine indépendante ou less effect, human effect. Donc, Zohair, Oui. donc aujourd'hui, peux-tu nous donner une introduction d'abord de ce que c'est que l'automation et de ce que c'est que l'orchestration dans le cloud? Ok, très bien. Encore une fois, صحة فطوركم. Merci pour l'invitation, M. Allah. Donc aujourd'hui, de nos temps, on parle toujours de l'automation, automatiser les tâches, faciliter user experience and user experience. Et cela se fait via l'usage de cette automation sur le cloud. L'automation sur le cloud, elle permet principalement de faciliter l'exécution ou la mise en place des tâches qui doivent être effectuées par plusieurs personnes selon leur catégorie, leur type de fonction et d'intervention sur différentes plateformes.
Et l'usage de l'automation sur cloud permet de, un, en tant qu'expérience end-user, d'avoir son service en one click, mais en réalité, derrière, c'est qu'en phase traditionnelle, c'est le travail acharné et délicat de plusieurs personnes, de plusieurs intervenants, ceux qui vont intervenir sur l'infrastructure pour la mise en place des ressources nécessaires à ce service, ceux qui vont garantir la connectivité à ce service et ceux qui vont déployer tout ce qui est environnement, tout ce qui est applicatif pour la mise en place de ce service. Donc l'automation permet de faciliter l'exécution de tâches qui sont assez délicates, complexes, et qui sont définies de façon impérativement chacune de façon directe à une résolution d'une séquence d'exécution d'une tâche, de plusieurs tâches. L'orchestration, en réalité, l'orchestration, c'est une couche qui est au-dessus de l'automation. L'orchestration, tout simplement, c'est de coordonner et d'exécuter ces tâches qui ont été définies sur l'automation de façon conséquente, de façon séquentielle, et à ce que soit dans le norme du workflow qui devrait être, qui doit se faire. Je vous donne un exemple. On commence par la mise à disposition des pools de ressources nécessaires en tant que compute. Là, c'est une tâche qui a été prédéfinie sur l'automation et qui va être initiée par l'orchestration. La mise en place de tout ce qui est connectivité, tout ce qui est réseau, tenant et mise en place de la connectivité à ces ressources. Troisièmement, implémentation et la réservation de toutes ces ressources en un seul tenant et un seul endpoint, ce qu'on appelle le point d'accès à ces ressources. Et en finalité, déployer des solutions ou des applicatifs ou des plateformes de services pour cela. Donc, l'automation, c'est la définition de chaque tâche de façon automatisée par des scripts dédiés pour cela, on en parlera après. Et l'orchestration, elle permet d'exécuter ces tâches qui ont été définies en automation par un ordre bien précis, séquentiel, défini par un workflow. Alors, voilà. Tu utilises des terminologies qui sont très IT, hein, et que comprendraient un peu tous les participants. Mais je voudrais que, avec un exemple simple, que tu puisses un peu me parler la différence entre automation et orchestration. Un exemple. Sur ce que tu as déjà réalisé, je veux avoir mon hébergement site web. Je veux rentrer dans Indexcloud, je crée un site web, monsite.com. Comment que ça se passe? Et concrètement, c'est quoi cette automatisation et c'est quoi cette orchestration? D'accord. Avec des termes simples, avec un workflow. Alors, aujourd'hui, pour déployer un site web, par exemple, une application web, on a besoin de quoi? On a besoin d'un nom de domaine pour être identifiable et connectable partout au monde. Donc, monsite.com. Monsite.com. On a ça, c'est en premier lieu. Et en deuxième lieu, réserver l'espace de stockage et de compute nécessaire pour abriter mon site. D'accord. Alors, le compute, c'est tout ce qui est processeur, mémoire et disque dur. D'accord. Et stockage. Plutôt stockage associé au compute. Et la connectivité, comment accéder au niveau de mon infra à cette ressource. Donc, c'est la disponibilité des ressources. Alors, via l'automation, ce qu'on fait par exemple, l'automation permet d'exécuter des tâches de façon automatisée par des scripts, que ce soit par des ressources qui sont en premise, donc chez moi, dans mon infrastructure, ou bien tierces. Cela donne la possibilité de créer des ressources dans des environnements hybrides différents et créer toutes les tâches indispensables pour avoir la continuité de service. Je reviens au case. Par exemple, je veux avoir un .com. Là, je vais devoir préparer un script d'automation qui me permet automatiquement de me connecter à des fournisseurs de noms de domaine principaux, ce qu'on appelle les TLD, automatiquement me connecter à eux via des API
et des interfaces d'application. Donc, c'est des appels programmables où je commence à provisionner mon nom de domaine, je vérifie la disponibilité, je demande à ce registraire principal de me provisionner mon nom de domaine de mon site.com. Il le provisionne, il le réserve et je fais une autre étape, c'est que je lui demande de pointer ce nom de domaine à mes serveurs DNS. Tout cela se fait via un script automation qui me garantit actuellement la réservation du nom de domaine en temps réel. Donc, si je veux n'importe quel site.com, .net ou autre, peux l'avoir en fraction de seconde via un script, ce qu'on appelle l'automation. Ça, c'est un script qu'on appelle interférence avec via API à des applications tierces, par exemple .com. La deuxième étape, c'est réserver les ressources nécessaires sur mon infrastructure pour abriter ce service. Et là, on parle d'une autre façon, ce qu'on appelle des appels en IAC, Infrastructure as a Code. C'est des scripts qui nous permettent d'interagir avec des plateformes d'orchestration de gestion des ressources afin de provisionner les ressources nécessaires pour cela. Donc, la deuxième étape, voilà, c'est par un script aussi, automatiquement, on provisionne toutes les ressources nécessaires pour le fonctionnement de ce site web. Vient la troisième étape, ça peut être plusieurs méthodes. Ça peut être de façon automatisée par une application tierce ou aussi via un script, on charge directement sur l'espace qu'on a réservé sur la deuxième étape de mon site web, de mon application web, d'une solution quelconque. Ça peut être un site WordPress, ça peut être une application web, ça peut être un ERP, ça peut être un CRM, ça peut être n'importe quoi qui va être injecté automatiquement sur mon espace. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des marketplaces dédiés pour cela. On se connecte et on provisionne. Ou bien, on réalise des plateformes, des plateformes et des applications sources customisées dédiées par rapport à notre cloud, par rapport à nos services. Et là, c'est la préparation des scripts qui vont provisionner de notre propre version qui est stockée dans nos serveurs sur l'espace du client. Donc, ces 4 étapes qui sont vraiment assez complexes à établir, il faudra vraiment vérifier à chaque étape si elle a été bien exécutée, si elle a été faite. Et chaque étape, elle est programmée différemment, pas un script qui va réaliser tout cela. Donc, tout ce que je viens de dire, ça se réalise en 30 secondes, en 40 secondes. C'est ça la puissance de l'automation. C'est qu'on ne demande pas à une personne d'appeler ou de s'inscrire sur un site de TLD, dont réserver un nom de domaine, de rentrer sur l'infrastructure, de réserver les ressources, de planifier la connectivité des adresses IP dédiées pour accéder à ces ressources et de déployer une application dessus. Tout se fait par 4 scripts automatisés en une fraction de seconde. Voilà l'automation. Merci. Donc, si je résume bien la situation, c'est qu'on a des ressources informatiques qui sont dans notre infrastructure. On a des gens tierces, enfin des structures technologiques tierces dont on a besoin. Et on a aussi des marketplaces, aussi on peut se connecter. Et tout ça, c'est des séries de tâches qui sont exécutées en batch, qui vont être orchestrées, donc automatisées avec des tâches, orchestrées pour exécuter les tâches, pour rendre le service. Exactement. Donc voilà, ça c'est un exemple qui pourrait mettre la différence entre automatiser, orchestrer et rendre un service à un client. Exactement. Donc voilà, c'était très bien. Maintenant, ces tâches, parce qu'on imagine que dans un cloud, c'est quoi? Bon, grosso modo, c'est des serveurs, c'est des stockages qui sont reliés entre eux pour faire un grand cloud avec beaucoup d'automation, beaucoup d'automatisation et beaucoup d'orchestration. Mais savoir comment les technologies aujourd'hui, quels sont les principaux acteurs de technologie qui sont embarqués là-dessus, quels sont les use cases les plus fréquents, quels sont les périmètres. Donc, si tu veux un peu nous parler un peu des technologies utilisées pour automatiser et pour orchestrer. Actuellement, du fait que
Aujourd'hui, le cloud est devenu une ressource, un service plutôt primordial pour tous les particuliers et entreprises. Cela permet de ne pas avoir une infrastructure et à gérer la maintenance et l'administration. Et donc, provisionner des services sur le cloud, c'est facile et en même temps, c'est un petit peu complexe. Pourquoi? Ça peut être complexe dans le cas où, en tant que monsieur Y, où je ne connais pas quelles sont les étapes à établir, à implémenter pour avoir l'attribution de ces ressources, comment me connecter à ces services cloud qui sont disponibles aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir plusieurs ressources en même temps sur plusieurs clouds? Est-ce que je peux, par exemple, interconnecter tout ce que j'ai comme métrique, comme information, comme data sur d'autres plateformes qui vont me donner une administration ou bien un reporting? Je donne un exemple, un binning system, par exemple. Donc, tout cela demande l'ingéniosité et le savoir-faire. Et pour faciliter la tâche à monsieur tout le monde, à n'importe quel customer end user ou bien client final qui veut avoir cela en un seul clic, aujourd'hui, il y a des outils et des plateformes qui nous permettent de faire cela. En priorité, si je parle d'une automation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des plateformes et des outils, ce qu'on appelle infrastructure as a code. Infrastructure as a code, c'est faire des fichiers de configuration et des scripts de configuration qui nous permettent de se connecter à n'importe quelle plateforme et de provisionner des ressources. Ça peut être des ressources cloud en mode compute et storage et autres et network, ou bien ça peut être des services et des plateformes carrément. Et aujourd'hui, l'usage de cette technologie repose sur quelques frameworks et logiciels et technologies qui sont vraiment utilisés partout dans le monde. Je donnerai un exemple, utilisation de solutions d'infrastructure de code comme Terraform, Plumi, Puppet, Chef, Kubernetes ou autres, Ansible par exemple, pour le Red Hat, et qui nous permettent aujourd'hui de provisionner et de communiquer avec n'importe quelle plateforme via des accès en API et avoir toutes les tâches qu'on peut avoir. La valeur ajoutée, c'est que via ces plateformes, ils nous facilitent la vie. En quoi? Ils nous facilitent la vie en deux points. Je vous donnerai un exemple, par exemple, à la Terraform. C'est qu'on peut faire un fichier de configuration pour implémenter une architecture directement sur le cloud, directement sur ma plateforme et créer aussi du versionning. Je peux faire des modifications sur mon architecture et tout se fait automatiquement via ces plateformes, via ces technologies où on crée des versionning de configuration de mon architecture où, par exemple, je peux faire un rollback et revenir à une architecture précédente que j'avais fait avant. Je peux aussi créer des scripts unitaires qui sont réutilisables sur plusieurs scripts. Donc, ça nous donne beaucoup de flexibilité et de facilité de provisioning et de mise en place des services. Aussi, ces plateformes, elles sont agnostiques, qui veut dire, je peux utiliser ces plateformes sur mon propre cloud, je peux les utiliser sur des clouds publics connus mondialement comme Azure Stack, AWS ou Google, ou bien je peux les connecter à des applications tierces, connues aussi pour des solutions tierces, comme je parlais d'un hébergement mutualisé, Cpanel ou Plesk, ou bien d'une solution de backup, ou bien une solution de sauvegarde, une solution de ticketing, ou bien sur mon propre ERP, ou mon propre billing system. Donc, c'est assez flexible. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à l'interconnectivité et l'implémentation de ces solutions. Via ces frameworks, on peut créer des scripts qui nous permettent de fractionner tout notre process à des tâches automatisées qui ont des rôles bien précis pour faire tout cela. Donc, c'est la valeur et la puissance de cela. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas à me soucier comment, parce que la plupart des cas de ces fournisseurs de cloud et de ces plateformes, c'est leur code source à eux. Donc, nous n'avons pas accès à cette technologie. Donc, on ne peut pas savoir comment provisionner ou faire cela sur n'importe quelle plateforme tierce sans avoir
connaître comment ça fonctionne, comment c'est programmé, et via ces outils qui nous garantissent une passerelle de communication avec eux, avec toutes les plateformes, et provisionner, automatiser toutes les tâches de notre workflow de façon simple et intuitive. Voilà. Très bien. Alors, c'est important parce que certains des participants peut-être n'ont pas ce background IT aussi profond. Donc, il faut juste savoir en tout ce qui est matériel, hardware qui est en bas, il y a une grosse couche qui est une couche software qui vient, qui est là, qui essaie d'organiser, mutualiser toute cette couche hardware et donner des tâches et de pouvoir un peu ce qu'on appelle orchestrer et aussi automatiser pour en faire des services. Parce qu'il ne faut pas qu'on se rate. Un cloud, c'est quoi d'abord? C'est une matière première de processeur, de mémoire et de stockage. Avec un réseau. Avec un réseau qui relie tout ça. Voilà. Donc c'est important de savoir que, et ça, il faut que, c'est ça un cloud, c'est que d'abord, c'est du hardware qui va nous donner de la puissance de calcul à travers le processeur, de la mémoire pour absorber les tâches à réaliser et du stockage pour sauvegarder les tâches qui ont été faites. Donc, et tout ça relié à un réseau. Donc, à partir de là, on peut construire ce qu'on veut. Bien sûr. Des serveurs, des stockages, des sites web, tout ça. Donc, des plateformes. Et derrière, il y a des choses qui sont déjà faites. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des marketplaces qui sont là et qui peuvent aujourd'hui se rajouter et se greffer directement. Et nous, en fait, la partie automatisation, ce sont des tâches qui sont réalisées pour créer le produit qu'on veut. Exactement. Et qu'on le délivre au client. Donc, les Ansible, les Terraform, etc., sont cette couche-là qui vient orchestrer pour pouvoir, qui vient automatiser avec une orchestration bien faite pour nous produire du service. C'est important de situer les tâches parce que il faut que le commun du mortel puisse savoir qu'un cloud, ce n'est pas juste un mot marketing. C'est un cloud parce que il y a tout un dispositif de calcul, de puissance de calcul, de tâches qui s'exécutent. C'est une grosse usine qui se met en place et que nous, on ne voit pas. Et en 2 secondes, on a quelque chose, on se dit, bon, c'est facile, là. Mais derrière, tout est mis en place. Et ça, c'est des outils qui sont importants. Et d'après toi, Zoher, quels sont les outils les plus puissants? C'est-à-dire, quelles sont les préférences? Est-ce que le modèle open source est un modèle qui est plus prisé ou c'est un modèle ou le modèle propriétaire, j'allais dire, tel que, on va dire, VMware avec ses vSuite Cloud, le Red Hat avec sa Red Hat Suite Cloud avec tout ce qui est Forms, tout ce qui est Ansible, etc. Ou bien un OpenStack qui est ouvert. Il y a aussi Microsoft avec la plateforme Azure Stack, donc tout ce qui est Stack, hein, Azure Stack, et l'OpenStack avec aussi toute la partie. D'après toi, ce sont qui les bons outils? Qu'est-ce qui est la recommandation? Est-ce qu'ils se valent tous? Est-ce que... Aujourd'hui, on n'a pas non plus de plateformes de gestion de cloud, d'infrastructure cloud qui existent. Comme tu as cité, il y a les AWS, il y a les Google, il y a le Azure, il y a le VMware Cloud Foundation, il y a plusieurs plateformes et il y a aussi du IBM aussi. Donc l'astuce, c'est que ces plateformes ont chacune a son marketplace, bien sûr. Un marketplace, on va dire, c'est quoi un marketplace? Un marketplace, c'est donner la possibilité de provisionner, d'exécuter des services qui sont intégrés automatiquement sur l'infrastructure avec zéro configuration, zéro code à faire en tant qu'utilisateur final pour déployer ces solutions sur son cloud.
Et aujourd'hui, nous avons des solutions open source, comme l'OpenStack et l'usage en surcouche de l'OpenShift pour tout ce qui est orchestration, par exemple. Et autoscaling, continuous development, continuous integration. Donc, la valeur ajoutée, c'est que, par exemple, ces outils open source, aujourd'hui, c'est des outils, c'est des plateformes qui n'ont rien à se détérioriser ou se sentir moins valorisées par rapport aux autres solutions. C'est un choix de solution, c'est un choix de plateforme de ce qu'on veut avoir. Si je veux de l'Azure, si je veux de AWS, si je veux de l'OpenStack, comme moi, j'ai dans mon propre cloud, ou bien je peux avoir de l'hybride. La valeur ajoutée sur l'automation et ces plateformes de infrastructure as a code, c'est quoi? Je donne un exemple. Je provisionne un VPS sur mon OpenStack. Un VPS, c'est un serveur C'est un virtuel. serveur virtuel sur mon OpenStack. Je l'utilise très bien. Et là, pour des raisons propres à moi, j'ai des ressources ou des machines qui sont exécutées sur un autre cloud public en AWS. Alors là, je vais me poser la question, comment je vais gérer ces deux ressources différemment sur deux infrastructures différentes et comment administrer cela, comment interconnecter, comment les gérer de façon one infrastructure, une seule infrastructure. C'est là où l'outil entre de l'infrastructure as a code. Ce que ces outils nous permettent de gérer et de provisionner les ressources sur mon OpenStack, sur mon Azure, garantir la connectivité comme si c'était une infrastructure une. J'ai une visibilité globale sur mon infrastructure. Donc, ces scripts qui vont interagir automatiquement avec OpenStack, recueillir tous les accès, les points, les IP et les accessibilités, connectivité à mes ressources sur OpenStack. Je le fais la même chose sur un AWS, un Azure, un Google, c'est la même chose. Et je crée des connectivités entre ces deux. Et j'ai une infrastructure hybride, mondialement globale. J'ai un VPS, ici en Algérie, j'ai un autre en AWS, et qui communiquent entre eux sur une infrastructure. Et la valeur ajoutée, c'est que via des dashboards, je peux voir l'état de mes deux machines sur un seul dashboard. Sans que je me connecte sur AWS pour voir ce que j'ai, et je me connecte sur un OpenStack pour voir ce que j'ai. Et pour revenir à la question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? Non. Il n'y a pas de différence par rapport à la qualité de service ou d'expérience. C'est un choix de technologie, mais chaque technologie a son prix et a ses restrictions. Si on parle de solutions propriétaires, c'est que là, on est limité par tout ce qui est offre et modèle du propriétaire. En open source, là, je n'ai aucune restriction. Je peux customiser, faire tout ce que je peux par rapport à cela. Voilà. Et est-ce que l'inconvénient de l'open source, c'est que s'il y a des bugs sur l'open source, est-ce qu'on sera obligé de faire le support nous-mêmes tout en regardant toutes les lignes de code d'un logiciel quand il y a de l'open source versus un logiciel d'orchestration qu'on trouve chez un éditeur qui offre la garantie du fonctionnement et son SLA. Ben, c'est un choix aussi. Oui. C'est que il y a la partie le choix technologique, il y a la partie roadmap de tout ce qui est cycle de vie de mon choix, de ma Oui. plateforme Oui. et de son support. Choisir un éditeur, solution éditeur, c'est que voilà, on est limité par tout ce qui se fait comme mise à jour et support de l'éditeur. En open source, il y a deux versions. Il y a la version communautaire où il n'y a pas le support, il n'y a pas de support éditeur professionnel de cela, mais c'est un support communautaire qui gère tout cela. Il y a les versions open source qui sont supportées par des éditeurs qui sont propriétaires de ces solutions open source. La différence, c'est que du fait que c'est du open source, que c'est communautaire, le cycle des fonctionnalités, des features, donc les nouvelles fonctionnalités qui sont faites, c'est assez différent. C'est que parce que l'open source, c'est des centaines de milliers qui contribuent sur cela. À chaque fois, il y a une nouveauté. À chaque fois, ils sont toujours, c'est eux les précurseurs de tout ce qui est technologie qui est après reprise par ces éditeurs qui prennent l'open source, des fois, qui intègrent des modifications sur cet open source et qui le brandent
Alors non, en tant que solution propriétaire. Voilà. Je rebondis avec nos web spectateurs que vous pouvez, et c'est interactif, vous pouvez aujourd'hui envoyer sur les commentaires nécessaires et en même temps on peut avancer sur des questions-réponses. Hein. Donc on a même des anciens qui sont des anciens éditeurs qui font partie des éditeurs tels que les DRAC qui sont dans le webinaire et je pense que qu'on salue d'ailleurs et qui se feront un plaisir de poser quelques questions aussi. Je pense, hein, vu qu'on aborde la partie open source Voilà. et qu'ils puisent un peu de leur open source, donc c'est important. Mais c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a différentes technologies, il y a différents éditeurs et aussi de l'open source. Donc, ce qui permet d'avoir aussi des clouds à bas prix Oui. mais en même temps avec un savoir-faire aussi très élevé que ce n'est pas un turnkey solution ou une clé en main solutions, mais c'est une architecture que nous mettons, que les gens qui ont choisi l'open source vont le mettre sur leur propre design architecture. Ça, c'est intéressant. La partie c'est qui les ressources humaines qui peuvent implémenter de l'automation dans un cloud? Alors, le profil qui est adéquat à cela, c'est que, bien sûr, on en a parlé la dernière fois par rapport à ce genre de profil sur la saison passée pour tous ceux qui sont du DevOps. Ouais. Ils ont une très grande valeur ajoutée sur ce process. C'est des gens qui comprennent le langage système, le langage technique. Je parle de tout ce qui est réseau, tout ce qui est ressources système et protocole. Et ils ont du dev, en même temps un profil dev qui permet d'implémenter et de faire l'interaction avec toutes les différentes API et qui sont implémentées pour cet usage. Je vous donne un petit exemple qu'on a vécu cela, c'est que par exemple dans notre cas de figure, on a voulu intégrer notre propre billing system et donc le billing system aujourd'hui, ces plateformes vous fournissent les métriques nécessaires pour que vous puissiez savoir quel est le type d'usage, la consommation qui est faite pour chaque tenant, pour chaque client qui est sur votre cloud. Il y en a ceux qui proposent des systèmes de billing préintégrés qui peuvent à des configurations d'usage ressources unitaires de faire un billing donc, pour cela, mais on n'a pas cette flexibilité de choisir le business model qu'on veut nous, à implémenter, quels sont nos critères commerciaux qu'on veut implémenter. Et là, c'est l'usage de son propre billing system qui est parfait. Et interagir avec une application tierce avec cette infrastructure, c'est là où l'automation prend sa grandeur, où automatiquement on crée des scripts d'interaction qui nous garantissent le provisioning du billing sur l'infrastructure et la facturation et l'usage de la consommation et de la facturation de l'infrastructure vers le billing. Voilà. Justement, tu fais bien de parler de billing et je sais que passer d'une infrastructure physique, il est plus évident que si on avait un serveur physique et qu'on vous louait un serveur physique, le coût serait très simple. On prend le coût de l'achat d'un serveur physique, on le prend sur 3 ans, 4 ans, l'amorti, et vous avez le coût du loyer par jour qui est clair. Un business model traditionnel. Mais quand on a de la ressource mutualisée, quand on a de la ressource virtualisée, et quand on automatise le processus, le plus dur dans cette histoire, c'est que le coût de la consommation et la facturation, donc le billing system, de ce service rendu au client. Et le plus dur, c'est comment évaluer le coût d'un service rendu et comment le facturer à un client. Donc la question aujourd'hui, est-ce que l'automation et l'orchestration aident beaucoup par rapport à ça?
Ben, c'est la colonne vertébrale de tout cela. Aujourd'hui, faut savoir que lorsqu'on veut facturer un service, faut donner ce service. Donner ce service en cloud, ça veut dire le provisionner. Donc là, on commence directement par une demande et une requête d'un client, d'un customer qui veut avoir un service. Là, l'interactivité primaire initiale, c'est avec un billing system. Et là, je veux tel produit commercial. C'est après le billing, via le système de billing et le produit qu'on a choisi, via l'automation, on choisit quelles sont les ressources adéquates et le provisioning qui est associé à ce produit. Là, c'est l'automation qui le fait. Donc, c'est sur le sens. Sur le sens contraire, c'est que moi, j'ai provisionné le produit, il y a eu usage du produit. Pour facturer, il faut savoir quelle est la consommation de ce produit. Et là, c'est le sens contraire. Comment récupérer tous les métriques de notre infrastructure, de l'usage de notre client, les traduire via des items ou des produits commerciaux et établir une facturation selon l'usage qui a été fait. Ça, c'est l'automation qui va jouer le rôle d'une passerelle entre l'infrastructure et le billing system. De façon globale, c'est l'automation qui permet l'interaction entre deux plateformes qui sont différentes, qui sont complémentaires et qui interagissent entre eux via des scripts automatisés. Voilà. Très bien, merci. Là, on a une réponse, je m'attendais à un Malik que nous saluons. Je suppose qu'il est à Paris, qu'il n'est pas là. Et donc, il dit bonsoir à tous. Effectivement, pour bien connaître le modèle open source, il faut bien distinguer les versions gratuites ou upstreams sont des vitrines technologiques. Mais le support doit être fait d'une façon ou une autre. Soit un utilisateur dispose d'une équipe qui contribue et maîtrise, soit il sollicite un acteur externe. La première option est bien plus chère. Voilà. Donc c'est le cas sur le case qu'on entend parler, c'est que même si on y va par une solution d'open source qui est prédictrice sur tout ce qui est innovation et de produits, c'est que le choix du support pour la roadmap et le cycle de vie de ce produit, ou bien on ait des ressources vraiment qualifiées qui peuvent supporter cela, ou bien via le support éditeur du propriétaire de ce produit en open source qui garantit le cycle de vie, l'assistance et la maîtrise de l'outil. Il y a aussi Moufak Pafail qui dit que pour les clients, c'est l'ère des solutions clés en main. Pour les clients, oui. C'est l'ère des solutions clés en main. Oui, one click. Ça, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, le client a besoin d'un service qui est fait pour s'occuper de son business. Et les clouds, il ne faut pas l'oublier, en dehors du fait qu'il y a trois offres, il y a de l'infrastructure de service, la plateforme as a service et le software as a service. Maintenant, on a les process as a service qui sont en train de prendre une ampleur extraordinaire. C'est que toutes les exécutions de process et de workflow qui sont mis en place et certains gros process sont fournis as a service. Et les clients veulent se consacrer à leur business. Ils veulent tous sous-traiter une solution clé en main. Ils veulent uniquement se focaliser, d'où le facteur de l'automation, parce que l'automatisation aujourd'hui nous permet à un moment donné de cliquer ou d'envoyer un patch de demande de service et d'avoir le rendu immédiatement avec le minimum d'intervention humaine. Exactement. Donc, ça, ce qui est intéressant parce que aujourd'hui, le périmètre de l'automation n'est pas uniquement dédié au cloud. Ben oui. Alors, l'automation, elle est partout. Elle est partout, oui. Et on parle par exemple du paiement électronique. Alors, le paiement électronique, avec votre carte, vous introduisez un paiement, il faut se dire qu'il y a non seulement de l'automation, il y a non seulement des tierces, il y a non seulement des tiers de confiance, il y a de l'intermédiation et il y a une gestion d'un compte vers un compte avec derrière un achat de produits ou de services. Tout ça avec un processus complètement automatisé en une fraction de seconde et délivré chez vous. Bien sûr, si le delivery prend un peu de temps,
Et s'il est du matériel, s'il est du service, il est immédiat, sauf si dans le cas où c'est de l'agroalimentaire ou c'est du food, etc. Il faut attendre des. Donc, ça, j'ai donné un exemple comme ça sur le paiement, mais l'automation, on le voit partout. Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est ce qui est attendu des clients? Ben, aujourd'hui, l'automation, il faudrait dans le concept et la définition de l'automation. L'automation permet de créer des tâches qui vont être effectuées automatiquement sans intervention humaine ou bien intervention minimale humaine. Et on peut appliquer ce concept sur n'importe quel secteur ou activité qui va être implémenté. Je donnerai un exemple simple d'automation, par exemple, où aujourd'hui, nous pouvons, par exemple, créer des scripts d'automation qui peuvent automatiquement récupérer les doléances ou n'importe quel avis d'un consommateur sur sa boîte mail et le transformer en un ticket sur une plateforme de ticketing. Ça, c'est de l'automation, c'est des scripts qui vont faire ça. Un autre exemple simple aussi, c'est planifier des backups de façon automatisée, programmée. Ça, c'est de l'automation. Aussi, sur un autre usage vraiment différent, il y a des scripts d'automation qui sont implémentés même sur des mobiles ou via des commandes vocales. Je peux, par exemple, via une commande vocale, automatiquement effectuer une tâche qui peut être n'importe quelle tâche. N'importe quelle tâche, ça peut être ouvrir une porte, appeler une personne, faire quoi, Former un numéro de téléphone. voilà, former un numéro de téléphone, appeler, envoyer un mail. Euh, on a déjà implémenté cela via une commande vocale ou simplement par une commande vocale, on commande un produit et tout le process se fait. Donc ça, c'est créer des tâches via des scripts à ce qu'elles soient de façon automatisée et qui interagissent avec plusieurs plateformes de façon transparente à l'utilisateur. Voilà. Alors, j'ai une question de Malik aussi qui te dit, est-ce que Kubernetes, que nous avons mentionné avant, est-ce que c'est un service que Dexcloud propose Il est inscrit dans la roadmap. Oui. Aujourd'hui, nous préconisons lancer ce produit en fin d'année. Donc, pour préparer tous les prérequis nécessaires par rapport à cela, nous sommes en phase de réalisation de tests et d'implémentation de POC pour l'usage et l'usage de l'implémentation de Kubernetes et aussi tester cela sur notre plateforme de façon via des solutions, si je dirais les mots, ils vont comprendre que c'est en adéquation avec ce que dit Melik. Voilà, c'est des solutions basées sur des Red Hat. Alors, moi, je vais Voilà. poser une dernière question. Ensuite, il nous reste un peu de temps. L'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu penses que l'automation va être affectée par l'intelligence artificielle et est-ce qu'on aura de nouveaux services qui résulteront de cette intelligence artificielle ou d'un deep learning à travers, puisqu'on automatise tout, puisqu'on orchestre tout, Oui. et en introduction des logiciels ou des algorithmes d'intelligence artificielle, on peut avoir des types de services différents induits d'automation qui vont être auto mis en place à travers cela. Ah ben, c'est la prochaine étape. On y est déjà, hein, on y est déjà. C'est que je reviens sur le concept, l'automation crée des scripts pour des tâches. L'orchestration, c'est gérer le workflow de ces tâches. L'intelligence artificielle va nous permettre de créer ces scripts. Ce n'est pas des ingénieurs qui vont implémenter les scripts de configuration automatisée, mais c'est l'intelligence artificielle qui va générer elle-même le script qui va être géré. Donc, ça va être full automated via le deep learning et l'intelligence artificielle. C'est que ce n'est pas l'usage d'un background d'une personne qualifiée qui va faire la réalisation de ces scripts pour qu'elles soient de façon automatisée après, à l'usage, mais au contraire, c'est automatiser l'écriture et la mise en place de ces scripts via l'intelligence artificielle. Voilà. Alors,
Maintenant, je vais ainsi aborder ADEX Cloud en termes d'automatisation. Jusqu'à quel degré il est? Tu as parlé de Kubernetes d'inscrit dans la roadmap. Quelles sont les versions qui vont être implémentées éventuellement? Quelles technologies sont utilisées pour le Cloud? Et comment aujourd'hui tu projettes la roadmap de tout ce process automatique? Alors aujourd'hui, sur ADEX Cloud, nous avons implémenté cela dès le début. C'était un choix. C'était ou bien de lancer le cloud et préparer en parallèle tout ce qui est procédure d'automation. Notre choix a été basé à ce qu'on implémente tout cela dès le début. Donc ça nous a pris 1 année et demie de réaliser tous les scripts d'automation afin qu'une personne, via de chez elle, à 2 heures du matin, peut provisionner un site web avec un nom de domaine, un VPS avec ou bien une VM en fraction de seconde, ou bien avoir les accès et travailler dessus, ou bien avoir une plateforme, je dirais, provisionner un site web, provisionner un CRM, provisionner n'importe quelle plateforme. Nous avons presque dans notre catalogue jusqu'à 350 plateformes qui pourront être déployées de façon automatisée. C'est énorme. Nous sommes en train d'y travailler pour les lancer très prochainement sur notre console afin que les gens puissent provisionner n'importe quelle plateforme à l'usage en un seul clic. Cela a demandé à ce que, bien sûr, à titre d'information, nous avons implémenté notre propre billing system. Donc, ça a été un petit peu lourd comme tâche à faire par nos ingénieurs et nos développeurs pour automatiser tout cela, afin qu'on soit vraiment flexible et libre de faire n'importe quel choix de business model à implémenter, que ce ne soit pas lié à un business model qui est implémenté partout dans le monde, que ce soit customisé. Et aujourd'hui, notre roadmap, c'est bien sûr implémentation de tout ce qui est environnement Kubernetes, pour tout ce qui est aussi introduire des solutions de couches supérieures en implémentation de solutions d'orchestration et d'intégration continue, de développement continu, via je citerai à titre d'exemple comme OpenShift et autres, pour automatiser le déploiement, le scaling in, scaling out et l'usage optimisé des ressources. Je provisionne plus de ressources donc si j'ai un pic d'usage, je détruis les ressources si j'ai moins d'utilisation d'usage et avoir une consommation optimisée de son environnement de cloud. Aussi, nous implémentons l'interaction avec d'autres services tierces, des plateformes tierces, des clouders publics tierces, où on va donner la possibilité, très prochainement, Inch'Allah, dans la roadmap qui est inscrite pour cette année, Inch'Allah, l'usage de l'infrastructure hybride, où on peut avoir des données, des ressources sur notre cloud et des ressources externes et qui communiquent en une seule infrastructure pour faciliter l'usage de ces plateformes. Alors, avant d'aborder une question d'un internaute, automatiser des process, c'est très bien, mais quand on a un régulateur qui aujourd'hui demande une identification, d'une preuve d'identification d'un usager de service cloud. Okay. Il faut se dire qu'Adex Cloud est un cloud qui est agréé par la RPCE, donc par les autorités locales, par le régulateur local, et que dans le cahier des charges, on nous demande d'identifier et d'identifier avec une preuve. Comment peut-on automatiser un process alors que derrière, il faut une intervention humaine? Alors, c'est assez délicat pour ce cas de figure. Certes, on essaiera d'automatiser le maximum de tâches sur ce workflow. C'est un workflow qui a un nombre prédéfini de tâches qui sont à ordre séquentiel bien défini. Notre but, c'est automatiser le maximum. Automatiser le maximum, pour nous, c'est par exemple essayer de faire des authentifications via des SMS Gateway
On a des authentifications par SMS qu'on va implémenter, qui a été finalisé, on va l'implémenter, et ou bien aussi via l'usage de tout ce qui est reconnaissance OCR, de chaque document qui est uploadé et qui est automatiquement. Mais il y a, par exemple, le deuxième cas de figure, il faut avoir une interaction du end user par rapport à ça. On ne leur demande pas de nous l'envoyer par courrier, on ne demande pas de venir nous le donner, mais au moins de scanner et de l'envoyer afin qu'on puisse nous numériser tout cela de façon automatisée. Il y a des outils pour cela qui sont Donc, on implémentés. demande à une entreprise de scanner son registre de commerce Ouais, et de uploader sur la plateforme, ou bien à un utilisateur de scanner sa photocopie de sa carte carte d'identité d'identité, et la uploader. Et ensuite, on fait derrière une reconnaissance de licence et des caractère, textes, voilà. ou bien on fait une vérification dans le cas où ce n'est pas possible, d'une vérification manuelle en back-office, Ouais. de telle façon à ce que on vérifie et là on le fait a posteriori, mais on ne Oui, bloque oui, on ne pas bloque pas, oui, le bien sûr. process. Alors On check après. j'ai une question, je pense que la dernière on va la prendre. Quelle est la tendance du marché cloud en Algérie? Est-ce que vous êtes sollicité que pour des services web ou voyez-vous des initiatives de type de services SaaS, santé, retail? Aussi, est-ce que les startups commencent à solliciter des acteurs comme Adex Cloud ou c'est des acteurs étrangers? C'est juste pour avoir une visite sur le marché algérien. Ben, aujourd'hui, ça a vraiment changé. Au contraire, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de maturité aujourd'hui par rapport à nos entrepreneurs, les entreprises, sur tout ce qui est aspect digital et cloud. Aujourd'hui, il se peut que, mis à part la mise à disposition des services web, d'hébergement de sites web, mais vraiment, nous, en tant que Adex Cloud était un Adex Technologies, hein, c'est 12 ans d'expérience en tant qu'intégrateur. Beaucoup d'entreprises nous sollicitent pour l'implémentation de leur infrastructure en cloud. Et c'est des infrastructures c'est de l'IAS et de l'UPAS assez complexes, avec des infrastructures complexes à implémenter. C'est du corporate, par exemple, ce qui ont été demandés. Par rapport aux start-upers, nous sommes là, nous avons travaillé en collaboration avec plusieurs startups. Nous sommes en train de travailler aussi avec quelques startups pour la mise en place de leur infrastructure en mode cloud en Algérie. C'est des infrastructures vraiment c'est de la haute technologie avec des solutions de provisioning des plateformes nouvelles que nous mettons à disposition et nos ressources et notre savoir-faire pour les aider à aboutir à la réalisation de leurs projets ici en Algérie, ainsi de leur faciliter la tâche d'acquérir cette ressource de façon la plus simple avec du devise locale, bien sûr. Alors, il faut rajouter à cela, à nos web spectateurs, que nous sommes partenaires de Algeria Venture, Algérie Venture Venture, qui est oui, l'organe de start-up du ministère délégué aux start-up. Nous avons offert plus de 200 packs gratuits où il y avait de l'infrastructure de service, il y avait aussi du pass et de l'hébergement. l'hébergement pour 200 startups. L'écosystème startup s'organise autour de l'hébergement local. Nous avons plusieurs startups qui sont hébergées chez nous pour la partie infra parce qu'ils créent leur propre SaaS. Donc sur la partie infra, nous sommes sollicités de plus en plus vers des industries verticaux telles que les finances, telles que la santé, telles que l'oil and gas, pour de l'hébergement local et pour de l'IAS et du PaaS et aussi du SaaS. Nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place même des technologies qui sont la visioconférence as a service pour l'intégrer dans des processus et des services digitaux, dans les domaines des assurances, dans les domaines des finances, dans les domaines de beaucoup d'autres. Donc, il y a l'absence d'offres il y a de cela une année faisait qu'il n'y avait pas de demande ou que certaines demandes étaient adressées à l'international. Maintenant, la présence de l'offre, l'existence de l'offre, la sensibilisation de la transformation du CAPEX en OPEX, l'accessibilité à la donnée en Algérie avec une localisation en Algérie et un paiement en dinar algérien qui, rappelons-nous, n'est pas convertible, donc donne plus d'avantages.
l'exonération de l'État en travers des services cloud sans TVA et sans d'autres aussi taxes sont encourageants, ce qui fait qu'aujourd'hui le marché a une tendance qui est à la hausse, vers la croissance. C'est vrai que c'est encore timide, c'est pas la vitesse de croisière nécessaire, mais en même temps, l'avenir reste à faire parce que il y a absolument rien. Il faut tout construire et on sait ce qui a été construit à l'international, le résultat que ça a maintenant. Et tous les modèles qui s'orientent aujourd'hui en premise, qui étaient en premise deviennent en SaaS ou en cloud. Et l'avenir ne peut être que meilleur pour les clouders en Algérie et tout ce qui est automatisation de process et orchestration de process et le pay as you go. Voilà. Donc, en espérant avoir répondu à cette dernière question. Donc, Zohair, je te remercie. Je pense que le webinaire arrive à sa fin. Oui, et donc, là, s'il y a encore d'autres questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie tous d'être présents. Merci à tous. Dans la continuité, la semaine prochaine, on abordera un aspect beaucoup plus technique. On va parler de l'infrastructure as a service, comment provisionner un serveur virtuel, comment à partir d'un cloud, et nous avons un service, accéder. Quels sont les moyens, la clé SSH, comment faire, comment accéder pour vulgariser ce concept, pour que l'accès à l'infrastructure de service soit facile, soit, j'allais dire, démocratisé et soit rendu accessible à tout le monde. C'est dans la continuité des services cloud. Voilà. Donc, merci à tous, merci de vos questions, merci pour l'intérêt et bonne fin de soirée, que ce soit en France, en Algérie. Donc, on vous salue tous et à très bientôt. Au revoir. Et merci d'avoir partagé avec nous ce thé, cette belle table de savoir. Au revoir. Au revoir.